Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'accueillir à la fois le public et les participants au colloque, les collègues qui ont accepté mon invitation à venir parler, débattre et explorer les questions du talent dans une conception large des sciences sociales, puisque nous aurons aujourd'hui des économistes, des historiens, des sociologues et un juriste. Et donc, voilà, c'est, je pense, une bonne manière de déployer l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité pour aborder des questions qui concernent de diverses manières ce sujet. Je voudrais d'abord introduire brièvement le colloque, puis je donnerai la parole aux intervenants pour des exposés d'environ 30 minutes, 35 minutes avec des questions, et puis une pause à 11h15, une autre à 13h, puis nous reprendrons à 14h30, vous l'avez vu sur le programme. Et merci aux équipes du collège qui sont toujours parfaites. Je dois dire, c'est un grand plaisir de travailler ici. Tout est capté sur vidéo et donc sera disponible aussi en ligne ultérieurement. La notion de talent s'est répandue massivement dans les organisations et dans les entreprises depuis une quinzaine d'années. La mesure analytique de la performance et de la valeur individuelle alimente ce qu'on appelle des talent analytics, et le marché ou le trafic des talents, comme on l'appelle dans Silicon Valley, s'est développé à grande échelle, notamment du côté des high-skilled workers. Depuis en fait beaucoup plus longtemps, depuis plusieurs siècles, la notion de talent sert à qualifier des performances remarquables dans des secteurs d'activité qui se sont organisés de longue date pour manier cette imputation de talent et pour déployer tout l'appareillage destiné à détecter, à développer, à rémunérer, à célébrer le talent. Je veux parler des arts, de la recherche scientifique, de la R&D, des sports, de l'entrepreneuriat, notamment. Dans ces domaines d'activité classiquement utilisateurs de la sémantique du talent, les inégalités mesurables de performance individuelle sont monnaie courante et l'imputation de talent est monnaie aussi courante. L'évaluation individuelle est un rouage ordinaire de la compétition dans ces mondes, qu'il s'agisse de déterminer des cotes, des valeurs de marché des artistes et des sportifs, ou de motiver des recrutements, des promotions ou des débauchages dans le monde académique, nous y sommes beaucoup en ce moment, ou procéder à l'allocation de distinctions et de prix. Les épreuves dans lesquelles la réussite des plus talentueux est obtenue par la compétition directe et par la sélection ascendante dans des tournois constituent même l'essence des spectacles sportifs et de l'industrie populaire des talent shows. Et comme on le sait, il existe aussi des olympiades de mathématiques. Le vocabulaire du talent, du génie, du brio, de la créativité est un moyen habituel d'attribuer aux individus des qualités hors du commun dans des domaines d'activité où la réussite est hautement incertaine. J'ai donc parlé déjà des arts, de la recherche, des sports, de la R&D ou de l'entrepreneuriat. Ce vocabulaire a pour principale fonction sémantique de marquer une différence nette avec toutes les autres qualités habituellement réputées plus mesurables d'un individu. Et ce vocabulaire est apposé essentiellement a posteriori, puisqu'il s'agit de cerner et de catégoriser le non mesurable qui ne se laisse pas prédire, mais seulement rétrodire. Ce vocabulaire opère la conversion d'une incertitude levée donc a posteriori au vu de l'expérience en une espérance de succès. Il a un peu les mêmes ressorts que le mécanisme de la réputation selon l'analyse de la théorie des jeux. Pour paraphraser le sociologue allemand Niklas Luhmann, et voilà un sociologue qui arrive, Jean-Louis Fabiani, l'imputation de talent agit comme un mécanisme de réduction de la complexité des évaluations des personnes. Le principe de l'imputation individualisée de qualité difficile à définir est couplé avec un principe d'asymétrie des récompenses. D'abord, les vainqueurs raflent souvent l'essentiel des gratifications monétaires et non monétaires en circulation, et il en résulte une distribution vivement inégalitaire de la reconnaissance et des rétributions. Ensuite, l'institution de la valeur personnelle élevée au rang de réussite admirable s'appuie sur une propriété remarquable, la mise à l'épreuve du temps. En ce sens, les échelles temporelles de la célébration de la réussite vont du plus court terme
Aujourd'hui, c'est les vues et les likes sur un site sur lequel on a posté un contenu, jusqu'au plus long terme, l'horizon indéfini d'admiration des célébrités, des arts et des sciences, notamment. Ceci constitue la trame singulière de la transformation de la contingence de la réussite en capital patrimonialisable d'œuvres et de personnalités données en modèle. Notons aussi que celles et ceux qui émergent des tournois multiples de compétition sont admirés dans des sociétés qui ont aussi fait de l'égalité des chances devant la compétition un pilier de l'association démocratique des principes de liberté et d'égalité. Un pionnier de la pensée socialiste au début du XIXe siècle, Claude-Henri de Saint-Simon, a placé le savant, l'artiste, l'industriel, l'entrepreneur au sommet d'une nouvelle hiérarchie sociale. Selon lui, les membres des professions les plus irremplaçables, ou plus précisément les professions dans lesquelles les êtres sont le moins substituables les uns aux autres, forment une élite légitime par opposition à ces métiers et à ces activités qui s'arrogent la puissance alors que leurs membres sont rigoureusement substituables, selon lui. Et Saint-Simon cite ici, parmi ces derniers qui sont substituables, les bureaucrates, les militaires et les prêtres. Aux arts, avec les arts, avec les sciences, avec les sports, nous avons donc affaire à des secteurs experts en maniement de la créativité, de l'inventivité, à des secteurs virtuoses du couplage entre de multiples formats de mise en concurrence et de multiples formats et institutions de célébration de l'excellence. Et nous avons affaire à des secteurs experts en conversion des inégalités de réussite en motifs d'admiration plutôt que de comparaison envieuse, au moins du côté des consommateurs, mais aussi experts en surexploitation de la sensibilité des publics, professionnels et profanes, aux différences de qualité des individus et de leur réalisation. Ces caractéristiques sont-elles les vecteurs idéaux de la diffusion de la notion de talent vers le monde général du travail ? On peut dire que ce serait le cas avec l'argument selon lequel nous sommes entrés dans une économie de la connaissance avec l'élévation du niveau de formation initiale des individus, mais aussi dans une ère d'innovation en cascade qui rend la capacité humaine d'inventivité et la complémentarité des talents avec les technologies considérablement plus rentables. Les trois principales firmes automobiles de Détroit avaient ensemble un chiffre d'affaires de 250 milliards et une capitalisation boursière de 36 milliards en 1990, en employant 1,2 million de salariés. Les trois firmes leaders de la Silicon Valley représentent en 2014 ensemble un chiffre d'affaires de 247 milliards, donc à peu près un équivalent, et une capitalisation boursière, en données actualisées, de 1009 milliards, en employant seulement 137 000 salariés. Pourtant, depuis que le vocabulaire du talent s'est diffusé dans les organisations et dans les entreprises, les déplorations sur l'impossibilité de définir le talent exactement, c'est-à-dire à des fins de transformation de la notion en variable instrumentale objectivable, ces déplorations sont aussi fréquentes qu'intenses l'incorporation de la notion dans la gestion des ressources humaines des entreprises. En réalité, la notion de talent fait partie d'une gamme de concepts, high skills, abilities, ou même college graduate des universités les plus sélectives, ou un autre équivalent qui seront les élèves des grandes écoles en France. On en trouve des équivalents utilisés dans des travaux économiques, avec lesquels elle est rendue interchangeable dans beaucoup de travaux de recherche, en économie, en gestion, en psychologie, en sciences de l'éducation notamment, souvent au motif que quelque chose qu'il s'agit de désigner comme le talent, une notion holistique, donc qui capte un tout, ne peut être approché que par des indices ou des caractéristiques dont on sait qu'ils sont partiels, autrement dit par des proxies, c'est-à-dire des spécifications et des mesures explicitement approximatives. En somme, cette notion de talent a la plasticité d'une catégorie dont les capacités sémantiques s'actualisent dans des contextes d'utilisation de plus en plus variés. Ce colloque aujourd'hui permettra d'explorer un ensemble de dimensions qui sont liées à la constitution et à la diffusion de cette sémantique du talent. Il y a les talent flows mondiaux, générateurs de brain drain et de brain gain. Dans les pays de l'OCDE, le nombre de migrants diplômés et qualifiés, les high skilled,
a augmenté de 130% entre 1990 et 2010 pour atteindre 28 millions de migrants et avoisiner le nombre de migrants faiblement qualifiés, c'est-à-dire dotés d'une éducation secondaire au plus. Et alors que la population totale des pays de l'OCDE représente moins d'un cinquième de la population mondiale, ces pays de l'OCDE accueillent les 2/5 des travailleurs migrants qualifiés. La concurrence entre les pays pour attirer ces migrants signale sans doute aussi qu'ils constituent davantage un complément de la main-d'œuvre qualifiée locale plutôt qu'un substitut de celle-ci, à l'inverse des tendances qui peuvent concerner la main-d'œuvre peu qualifiée, du moins dans les craintes de certains. La notion de talent est beaucoup appliquée aux actifs dont le niveau de rémunération résulte d'une composition complexe de facteurs responsables des performances. Attributs individuels générateurs de la performance multipliés par les caractéristiques de la position stratégique dans l'organisation, multipliés par la valeur de l'individu sur un marché concurrentiel des talents. La question est de savoir pourquoi la distribution des revenus, je veux dire monétaires et non monétaires, est considérablement plus déformée et asymétrique que la distribution sous-jacente des qualités des individus qui sont à l'origine de ces réussites. Autrement dit, il y a des individus qui, sur le marché, en valent des centaines ou, dit-on chez Google, des milliers d'autres en termes de revenus ou de flux de revenus produits. Après tout, un grand artiste décédé est le cœur d'une considérable chaîne de valeur. Vous n'avez qu'à vous tourner vers les grandes expositions. Et dont il est bien difficile de supposer, néanmoins, qu'il dépasse les autres en égale proportion en termes de compétences, d'inventivité, de créativité, bref, de talent. Les marchés globalisés, les leviers technologiques de la consommation planétaire instantanée et les techniques de concentration de l'attention et des préférences sur un petit nombre de winners ont ici des résultats spectaculaires au regard de la distribution sous-jacente des aptitudes. Les sociétés doivent réinventer périodiquement l'argument méritocratique et tenter régulièrement de le relégitimer, surtout en présence de grandes inégalités des chances et de fortes inégalités de résultats, d'outcomes. L'essence même de l'argument méritocratique est que les capacités personnelles n'ont aucune valeur si elles ne sont pas développées par des efforts, travail d'apprentissage, de perfectionnement, etc., et par des motivations qui soutiennent des efforts individuels à consentir. Mais la question lancinante qui est posée et que néglige un argument méritocratique trop simple est celle-ci, qui sera développée. Qu'est-ce qui est de la responsabilité des individus et qu'est-ce qui est hors de leur responsabilité quand il est question de calibrer l'égalité des chances? Une question dérangeante est classiquement posée. Dans les mondes où règnent des inégalités très élevées de reconnaissance, de notoriété, de rémunération, la compétition pour le succès est-elle donc méritocratique? Ça, c'est une position essentialiste. Ou bien le succès peut-il être entièrement fabriqué? Position relativiste. Ou bien est-il entièrement dépendant de facteurs qui sont totalement hors de contrôle de l'individu? Position radicalement critique. Nous verrons. L'usage de la notion de talent, notamment en raison de son emploi de longue date dans les activités de création, est quasiment invariablement couplé à la notion de créativité, cette notion étant elle-même considérée comme très malaisément définissable. Si elle l'était, un algorithme deviendrait notre concurrent ultime. La créativité nous entraîne sur le versant du comportement plus libre, le versant de la libre association des idées, de l'originalité, qui est un levier de différenciation horizontale entre les individus, le versant aussi d'une plus faible contrainte dans les situations de travail, le versant de la motivation intrinsèque et du coefficient d'incertitude et d'imprévisibilité dans le déroulement des processus de travail, de recherche de solutions et d'inventivité. Or, dans la conception habituelle du travail, l'effort requis du travailleur qualifie une toute autre économie de la situation. C'est l'accumulation, la prévisibilité, la régularité et presque une morale ordinaire de l'engagement et l'acceptation, parfois, d'un haut niveau de contrainte. Or, créativité et effort sont pourtant liés par un lien conditionnel. Sans intensité élevée d'effort, aucune chance de réussir
dans des activités dites créatives, mais cette liaison n'est que conditionnelle, car l'effort ne garantit évidemment nullement la réussite. Et donc, comment comprendre le lien entre l'effort et la créativité, ou encore entre l'apprentissage et l'inventivité? L'originalité, qui est si fréquemment couplée à la sémantique du talent, que représente-t-elle au juste? Une œuvre peut être déclarée juridiquement originale, mais une ontologie probabiliste dira qu'elle ne fait que combiner ou recombiner de manière originale des éléments qui préexistaient. L'œuvre n'est alors qu'une recombinaison du préexistant et pas une nouveauté absolue. C'était l'argument de Proudhon contre Lamartine dans la première partie du XIXe siècle, dans le fameux débat sur l'instauration de la propriété littéraire et artistique. En conséquence, dit cet argument critique, le talent émane en grande partie d'un savoir universel que la société a transmis, à l'image du médecin qui doit en partie son talent et ses connaissances à ses maîtres et aux livres, et, ajouterait-on aujourd'hui, à ses patients. Dès lors, il en est du talent comme du travail, il s'intègre dans un système de réciprocité au sein de la société et ne saurait justifier qu'un individu, sous prétexte qu'il est talentueux, reçoive une rémunération superlative, puisqu'on ne peut pas être talentueux tout seul. Voilà l'argument critique. C'est en fait Lamartine qui a gagné contre Proudhon, et nous aurons à revenir sur cette question. Enfin, l'une des leçons à méditer perpétuellement, c'est l'historicité des régimes d'évaluation et de valorisation et des organisations qui allouent les crédits, la réputation et les rémunérations en fonction d'un état donné du système du travail, de l'appareillage contractuel et du fonctionnement des marchés. En ce sens, l'identification des individus et de leur capacité à des talents, qui a son origine dans la parabole des talents, il y a très longtemps, transporte une longue histoire.